va pouvoir commencer. Je vais commencer par me présenter. C'est toujours plus agréable de savoir qui vous avez devant vous. Donc, je suis Catherine Maillac. J'appartiens, entre guillemets, à l'Université du Havre, Normandie. Je suis dans un laboratoire de recherche, comme beaucoup d'enseignants-chercheurs dans les universités. À l'heure actuelle, parce que j'ai changé X fois de thématique, comme beaucoup de monde aussi, je suis passé de la chimie organique, sur de la chimie en polymère, et puis là, à l'heure actuelle, je travaille un petit peu plus sur le développement justement lié à la parfumerie, et pour étudier un petit peu le parfum dans une émulsion cosmétique. C'est à la fois simple et compliqué, parce que c'est simple, ça peut paraître simple parce qu'il y a plein de produits cosmétiques qui sont parfumés, et en fait on ne sait pas toujours bien ce qui se passe dans une émulsion cosmétique un peu sophistiquée. Donc là ça fait partie des thématiques qu'on commence à mettre en place au sein du laboratoire, et j'ai d'autres fonctions comme beaucoup d'enseignants-chercheurs. Je suis également responsable du master arôme parfum cosmétique, et je gère la première année. Donc je baigne quand même pas mal dans l'univers des parfums depuis quelques années déjà. Et le master arôme parfum cosmétique, c'est un master qui est finalement pas très connu à l'échelle de la Normandie, parce que bon, on a quelques Canets qui sont chez nous, on a quelques Rouennais, pas mal de Havrais pure souche, je vais dire comme ça, pure Université du Havre chez nous, mais on a surtout un rayonnement à l'échelon national, voire international. On a un recrutement qui est plus extérieur que normand. Mais même au sein de l'université, chez nous, on ne recrute pas énormément. C'est assez logique parce que c'est vraiment un master très très pointu et de niche, et donc il faut vraiment avoir envie de faire ce domaine. Après, je dirais bien que la génération des étudiants, je pense qu'au fond c'est plus des étudiants, reflète assez bien notre master. On voit bien que c'est plutôt un public plutôt féminin que masculin. Il y a de la place pour les garçons, je fais la pub pour les garçons, on recrute. On n'en est pas à faire de la discrimination, mais presque. Parce qu'on a des promos qui sont de plus en plus féminines, plus ça va, plus on a un nombre de garçons qui diminue. Donc, à bon entendeur, j'ai des docs, j'ai tout pour recruter les garçons. Donc aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est un petit peu de vous montrer l'histoire de la parfumerie, et puis finalement, vous amener à constater que l'histoire de la parfumerie, elle est quand même très très proche de l'histoire de la chimie, et que sans la chimie, il n'y aurait pas de parfumerie. Même si c'est un univers qui peut paraître à l'opposé, parce que on associe souvent parfum, bonnes odeurs, chimie, finalement, les deux mondes sont vraiment très liés, et sans la chimie, il n'y aurait pas de parfumerie. On va partir de très 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 loin, puisqu'on va faire un recul dans le temps d'à peu près 500 000 ans. On va se projeter dans le paléolithique, et là, le gros fait majeur de cette époque-là, c'est la domestication du feu. Pour un chimiste, c'est les débuts de la combustion. Réaction de base d'un chimiste. Le fait d'avoir domestiqué le feu va avoir beaucoup d'impact par rapport à la parfumerie, par rapport à l'olfaction, puisque les hominidés vont commencer à consommer des viandes grillées. Donc ça a plein d'impacts. Ça a un impact sur la survie de l'espèce, parce que le feu va permettre d'éliminer tout un tas de cochonneries qui se développaient sur les viandes. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de tout ça. Donc conserver des viandes, c'était pas si simple que ça. Les consommer sans contamination, c'était loin d'être facile. Le fait de mettre à cuire les viandes a permis d'avoir des impacts sur l'évolution, et les paléontologues pensent que le fait d'avoir commencé à consommer les viandes brûlées, grillées, a fait que l'humanoïde a changé son mode d'alimentation. C'est-à-dire que on est passé du carnivore pur et dur qui déchiquette sa viande et qui l'avale tout de suite, à un phénomène plus de mastication, phénomène de plaisir,
qui a fait que petit à petit, l'évolution a fait que on a perçu les aliments avec une notion de plaisir. Et ça, les anthropologues pensent que ça était un point important par rapport à notre évolution, et notamment notre évolution olfactive. Autre chose importante en termes de perception, on a également, les humanoïdes ont commencé à avoir ce qu'on appelle une perception rétronasale. Alors qu'est-ce que c'est que la perception rétronasale? En gros, on peut percevoir l'odeur d'un aliment de deux façons. Soit directement, c'est-à-dire que j'ai par exemple une fraise, je l'approche de mon nez, j'ai de la flair, je vais percevoir l'odeur de la fraise. Et puis je peux également la consommer, je vais la mettre en bouche, je vais mastiquer. À ce moment-là, on va libérer des molécules odorantes et au moment de la respiration, elles vont atteindre le centre de réception des molécules odorantes par la gorge. Ça va remonter, c'est pour ça qu'on appelle cette perception la perception rétronasale. Donc le fait de mastiquer et d'avaler tranquillement les aliments au moment du paléolithique a contribué largement à développer cette méthode de reconnaissance de la perception odorante. Et puis, de la même manière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à brûler du bois. Souvent, les bois sont odorants. On a mis des racines odorantes et petit à petit, les humanoïdes ont pris conscience d'une perception olfactive. Petit à petit également, on a utilisé ces perceptions en lien avec de la spiritualité. On utilisait régulièrement des branchages odorants pour brûler des cadavres, ce qui fait qu'on neutralisait les odeurs de combustion et pour les humanoïdes de l'époque, on avait des liens avec l'au-delà. Ces perceptions également, olfactives notamment au moment où on a brûlé, ont petit à petit fait prendre conscience aux humanoïdes que certaines plantes étaient odorantes, soit en brûlant, soit en les froissant. Et ils sont partis sur une idée de base qui malheureusement était fausse. Ils sont partis sur le fait que la cause des maladies était la mauvaise odeur, et que du coup, en consommant des plantes avec une odeur agréable, je vais en donner une par exemple, si je consomme du thym, ça sent bon, c'est agréable, ça soigne du coup les mauvaises odeurs associées aux maladies. Puisque ça les masque, on est guéri. Dans la réalité, donc ça c'est une idée qui a perduré très longtemps, que c'était finalement les maladies qui étaient la cause les odeurs qui étaient la cause de nos maladies. Or, on sait que c'est plutôt l'inverse. Et puis, prendre des plantes aromatiques, j'ai pas cité le thym au hasard, prendre des plantes aromatiques, on sait bien maintenant que ces plantes contiennent des composés qui sont des actifs qui vont nous protéger. Maintenant, on sait exactement les identifier, etc. Mais finalement, ce principe de ça masque les mauvaises odeurs, c'est pas mal pour mon corps, eh ben c'était pas si mal que ça. C'est parti à la base d'une hypothèse un peu fausse, mais cette hypothèse, finalement, s'est révélée souvent juste par rapport aux soins. Alors je pense que, je sais pas, au fond, les étudiants, vous êtes plus chimistes ou pas? Ou il n'y a pas plus de chimistes que ça dans la salle? C'est juste savoir si j'illustre un peu plus avec de la chimie ou pas. C'est pas très grave, je vous en veux pas. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus chimistes, le thym contient un phénol, et donc les phénols sont en général des bons antiseptiques. On avance à grands pas quand même, sinon on sera jamais sorti. Nous voilà arrivés dans l'Antiquité. Là, on va commencer à voir les premières traces de véritables parfums. Alors attention, pas véritable parfum au sens moderne du terme, mais en termes d'utilisation. Notamment au niveau des Égyptiens, on va avoir l'utilisation de résine, la myrrhe, l'encens,
qui vont être extrêmement utilisés dans les temples égyptiens. À nouveau, on associe les odeurs perçues aux divinités. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la civilisation égyptienne. Les quantités consommées étaient quand même énormes, hein. Dans les temples égyptiens, on consommait de l'ordre de 30 000 kilos par an de résine, ce qui fait quand même une grosse consommation. Les produits étaient brûlés. Ça ressemble relativement à ce que notre utilisation actuelle dans beaucoup de religions, hein, où on va brûler de l'encens pour diffuser des odeurs. Et le mot parfum vient du fait que lorsqu'on fait brûler des résines, on va pouvoir dégager des molécules odorantes, et ces molécules odorantes, par la fumée, perfumum, vont créer un parfum. Donc, on va retrouver donc cette civilisation sur laquelle on trouve des traces également de commercialisation de résines odorantes. Hein, et puis, si on fait un petit bond en avant, on sait bien que la myrrhe, l'encens, ça faisait partie des matières premières très nobles à l'époque de l'Antiquité. Premier petit lien avec la chimie, deuxième, hein, puisque le feu c'était la combustion, pour nous c'est de la chimie. À l'époque des Égyptiens, vers l'an -3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens maîtrisaient la production d'essence de bois de cèdre. Donc le bois de cèdre, c'est un bois odorant. À partir de décoction dans de l'eau chaude, à partir d'extraction avec des matières grasses, ils arrivaient à extraire des molécules odorantes. On avait des onguents, donc quelque chose d'assez gras, d'assez épais, d'assez visqueux, qui pouvait être très facilement utilisé dans les procédés de momification. Et ces onguents, on a retrouvé à l'heure actuelle des traces. C'est-à-dire que les chimistes, les scientifiques sont capables d'identifier des produits qui étaient utilisés à cette époque-là. Par contre, cette technicité s'est perdue. Avec la chute de l'Empire égyptien, la technicité, le savoir-faire pour extraire des matières premières naturelles s'est perdu. On va retrouver nettement plus tard, hein, puisqu'on est quand même alors on est toujours avant Jésus-Christ, hein, donc il y a longtemps, mais il a fallu attendre à nouveau un certain temps pour que cette fois-ci les Grecs redéveloppent des techniques relativement proches de ce qui se faisait pendant un moment sur la région de Grèce, des techniques d'enfleurage, à partir de fleurs. Théophrate relate que les Grecs adoraient la violette, la rose, le lilas, et ont réalisé des extractions à base d'huile d'olive. À cette époque-là, les chimistes de l'époque, je ne suis pas sûr qu'ils s'appelaient tout à fait comme ça, mais les chimistes de l'époque avaient décrypté le fait que, en utilisant une matière grasse, on peut extraire des molécules odorantes. Cette technique a été utilisée extrêmement longtemps, hein, et a donné les premières bases parfumées. Ça, des fois, vous faites la même chose. Quand on oublie de bien refermer du beurre dans un frigo et qu'on le met à côté d'un aliment un peu odorant, il suffit que ça soit un poisson, par exemple, et le lendemain matin, quand on fait sa petite tartine avec la confiture, on a un petit arrière-goût de poisson. Et c'est parce que on a fait, entre guillemets, de l'enfleurage. À l'époque, c'était vraiment la seule et unique méthode pour extraire des molécules odorantes de fleurs. Les fleurs, elles sont coquines parce que elles sentent bon, pour attirer les insectes, la pollinisation, etc. Mais elles ne se laissent pas faire, c'est-à-dire qu'on a du mal à extraire les molécules odorantes des fleurs. Donc là, je pense que c'était moyen olfactivement, hein, puisque l'huile d'olive c'est quand même une huile assez odorante, mais ils arrivaient à extraire les molécules odorantes. Toujours en Antiquité, au moment à l'époque de Cléopâtre, on a des écrits qui relatent le fait que Cléopâtre parfumait ses bains.
Donc pareil, hein, il ne faut pas imaginer une belle baignoire avec de la jolie mousse, etc. Hein. Je pense que ça devait être bien gras puisque vous savez que l'eau et l'huile, ça fait pas très bon ménage. Donc elle mettait des huiles un peu parfumées dans son bain. Et puis on avait à l'époque également une crème à base de 27 plantes odorantes multi-usages. À l'époque, les produits odorants étaient à la fois pour se parfumer, mais pour se soigner. Et ça, on va voir que ça va perdurer très très longtemps. Et puis, on a connaissance du premier véritable parfum, toujours pareil, hein, là c'est les écrits, qui s'appelle Parfum Royal. À l'heure actuelle, on le qualifierait plutôt d'arôme. Hein, c'est plutôt à base de produits aromatiques, et donc quelque chose d'assez sucré. C'était donc fait à base de cannelle, de safran, de baume de benjoin. Donc le baume de benjoin, ça a une note un petit peu douce, un petit peu vanillée, de la muscade, d'autres aromates, et le tout était mis en macération dans du baume de Venise, qui est un vin sucré du midi de la France, qui était à l'époque déjà consommé et commercialisé à Rome. On va avancer un petit peu, on va rentrer dans le Moyen-Âge. Quels sont les faits marquants? Là, vous voyez qu'il y a quand même 10 siècles, hein, donc j'avance quand même assez vite, je vous rassure. Les faits marquants sur le Moyen-Âge, c'est l'adoption du christianisme comme religion, quand même des grandes périodes de guerre, hein, la guerre de 100 ans, etc. Et puis, un fléau, la peste, qui a quand même fait diminuer en une centaine d'années la population française de 17 millions à 10 millions d'habitants. Vraiment une période relativement noire, je vais dire comme ça. Comme souvent, donc dans ces cas-là, les humains ont essayé de contrecarrer la peste. À nouveau, on s'est dit la peste, ça sent mauvais. Si ça sent mauvais, mettons des plantes qui sentent bon. À nouveau, on a utilisé des plantes aromatiques pour se protéger de la peste, ce qui n'était pas finalement toujours une mauvaise idée, puisque il y a pas mal d'antiseptiques, d'antibactériens dans les produits très odorants. Et c'est à cette époque-là qu'on va voir apparaître des petits objets de beauté, donc bien évidemment réservés à la très haute classe sociale, des petits pomandiers dans lesquels on introduisait des concentrés d'odorants ou directement des plantes aromatiques. Donc soit des espèces de graisse animale parfumée, donc ça devait être top aussi, soit carrément les plantes mis dans leur petit pomandier. Globalement, le Moyen-Âge, si je résume un peu, c'est quand même une période de repli. Les routes commerciales qui permettaient d'importer des épices à Rome, etc., toutes ces routes se ferment, se perdent, et du coup, on oublie l'existence de pas mal de produits aromatiques. Il faut attendre globalement Marco Polo, qui va partir en expédition vers l'Inde, vers la Chine, et qui, lui, va commercialiser pas mal de produits. Donc là, j'ai mis des petits exemples, hein, la vanille, le clou de girofle, l'anis étoilé. C'est juste histoire d'illustrer. Et à cette époque-là, Marco Polo va rapporter ses produits vers plutôt Venise. Et à cette époque-là, c'est l'Italie qui est le haut lieu, entre guillemets, de la parfumerie. On est loin également de la parfumerie moderne, bien évidemment. Côté chimie, ça avance pas mal. Là, on va commencer à avoir des avancées qui vont faire qu'on va commencer petit à petit à progresser en termes de production de matières premières. Quelles sont les grandes avancées? On va réussir à faire des distillations. Au début, on va juste mettre de l'eau, des roses, et puis on va pouvoir ainsi produire une essence de rose. Donc une essence de rose, c'est la partie non soluble dans l'eau,
Donc on peut l'extraire assez facilement. Et puis, on va pouvoir également commercialiser l'eau de rose, ce qui a macéré avec les plantes et qui est relativement odorante. Ça donne olfactivement des produits qui sont de mauvaise qualité. À l'heure actuelle, maintenant, on sait faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais il y a une invention aussi qui a permis de grandement améliorer la qualité des produits odorants, c'est le serpentin. Le serpentin va permettre de refroidir le système et du coup d'améliorer l'extraction. Et puis, grâce à ce serpentin, on a pu aussi distiller du vin. Grâce à cette distillation du vin, on a pu produire quelque chose qui s'appelait l'alcool, l'éthanol. Et cette matière première est intéressante par rapport à de la parfumerie parce qu'elle va permettre la mise en solution de beaucoup de produits odorants. À l'heure actuelle, l'éthanol, c'est le solvant de base de la parfumerie. Grâce à toutes ces petites techniques-là, on a pu produire vraiment en quantité relativement importante des huiles essentielles de lavande, de pin ou de romarin. Ces huiles essentielles, elles sont faciles à extraire, c'est-à-dire qu'elles ont un bon rendu olfactif et elles ont été largement utilisées à cette époque-là. Le fait de pouvoir utiliser de l'alcool, les chimistes se sont rendus compte que les huiles essentielles, donc les matières premières qu'on extrait, les matières odorantes qu'on extrait des plantes, est soluble dans l'éthanol. Et on va créer le premier parfum, qui est le parfum qui s'appelle alcoolique, qui est le parfum qui s'appelle l'eau de la reine de Hongrie. Ce parfum a été fait à base de romarin. Oui, mais vous allez me dire, là on ne comprend plus rien. Là, vous nous dites qu'on utilise de l'alcool et puis ça s'appelle de l'eau. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle de l'eau? Parce que c'est la première fois qu'on a réussi à solubiliser correctement les matières premières et avoir quelque chose de translucide comme l'eau. Du coup, on a appelé ce produit de l'eau. C'est la première fois qu'on a réussi à correctement préparer un parfum au sens un peu plus moderne du terme. Ce parfum, entre guillemets, était toujours en utilisation externe pour se parfumer, se protéger, mais également pour se soigner. Il servait de désinfectant, d'antibactérien. Bah oui, le romarin a plein de propriétés antibactériennes, antimicrobiens. On avance petit à petit, grâce aux découvertes des chimistes, on avance petit à petit vers la parfumerie de plus en plus moderne. Arrive une période une période plus tranquille, la Renaissance, où on va explorer le monde. En explorant le monde, on va découvrir de nouveaux mondes, mais également, du coup, de nouvelles matières premières. Ces nouvelles matières premières vont être des fois utilisées pour l'aromatisation ou l'alimentation, le chocolat, mais on va rapporter d'Amérique des nouvelles matières premières qu'ensuite on va pouvoir utiliser petit à petit en parfumerie. Toujours au niveau de la Renaissance, on va, comme souvent, il y a des puissances politiques qui déclinent, d'autres qui montent. Ben là, on va voir le déclin progressif de Venise, qui était vraiment le haut lieu de la parfumerie, au profit de Grasse, qui va s'imposer comme la capitale de la parfumerie et qui, à l'heure actuelle, au moins sur le papier, est toujours la capitale de la parfumerie. C'est un peu moins vrai à l'heure actuelle. À Grasse, globalement, la grosse industrie, c'était les tanneries. Sauf que les tanneries, ça sent quand même pas très bon. Et donc, du coup, les Grassois ont une idée. Ils se sont dit, après tout, il fait beau à Grasse, profitons-en, faisons pousser des fleurs. Les fleurs ont compensé les mauvaises odeurs. Et puis, petit coup du destin, les taxes sur les pots ont fortement augmenté. Et donc, du coup, ça devenait de moins en moins rentable de faire de la tannerie. Et de plus en plus, l'industrie des matières premières de la parfumerie s'est développée.
Maintenant, voyons côté chimie. La chimie s'impose et remplace l'alchimie. Ça devient une vraie science. Et grâce à la maîtrise de l'éthanol, grâce à la maîtrise du serpentin, on a réussi petit à petit à améliorer la qualité des essences extraites. Quand on parle de qualité d'une essence, ça veut dire que ce qu'on arrive à récupérer sent comme le produit de départ. Si je fais une huile essentielle de lavande, c'est facile, je vais la mettre dans de l'eau, je vais faire chauffer, on va refroidir les vapeurs, on va réussir à condenser de l'eau et au-dessus quelque chose qui est insoluble. Ce qu'on récupère va sentir la lavande. Ça, c'était vrai sur pas mal de produits, mais les fleurs étaient toujours rebelles. Beaucoup de fleurs étaient rebelles, la rose notamment. Ce que je récupérais, ça sentait pas mauvais, mais ça sentait toujours pas l'odeur de la fleur de rose. Les Grassois ont bien mis en place une méthode qui finalement est assez ancienne, puisqu'on en a parlé au moment de l'Égypte, on en a parlé au moment des Grecs. Les Grassois ont développé une expertise dans l'extraction avec des matières premières. Des matières premières grasses qui vont permettre de capter les molécules odorantes. Du coup, ils ont réussi à avoir des beurres parfumés. Sauf que là, petit problème, ça sentait bon, mais pas facile de les mettre en solution dans l'alcool. Ça posait des problèmes de mise en solution. Essayez de mettre du beurre dans un alcool, vous allez voir, c'est moyen. Le parfum commence à vraiment rentrer dans toutes les grandes cours européennes, grâce à toute cette expertise des chimistes. Notamment, par exemple, Catherine de Médicis était passionnée du parfum. Et puis, ce qui est quand même assez pratique, le parfum va compenser le manque clair d'hygiène de cette époque-là. Les parfums étaient extrêmement puissants et toujours très forts, très aromatiques. Toujours à base de thym, de romarin et un peu de fleurs. Mais ils ne ressemblaient pas du tout à nos parfums actuels. Tout simplement, il fallait absolument compenser l'hygiène déplorable de l'époque. Donc pour compenser, on envoyait des matières premières assez odorantes. Le siècle des Lumières, on arrive au XVIIIe siècle, et là on va ralentir notre progression dans l'histoire. Le XVIIIe siècle, on va commencer vraiment à développer la parfumerie alcoolique, c'est-à-dire que au lieu que ça soit réservé aux grandes cours européennes, ça va être un petit peu plus pour un peu plus de monde, ça va être la noblesse par exemple, on augmente le nombre de personnes qui utilisent le parfum, et puis on va avoir un développement qui est une première, qui est un développement fait par un parfumeur italien, Jean-Marie Farina, qui va créer quelque chose qui... Alors là, c'est une version moderne, une eau parfumée, alors toujours eau au sens de limpide, claire, fraîche, légère, à base essentiellement de citron et de bergamote. Et puis, cette eau parfumée, légère, va pouvoir rentrer complètement dans les cours d'Europe, sous Louis XV, Louis XVI. C'est le parfum à la mode. Et il est très très différent des parfums plus classiques développés précédemment. Ça va ressembler plus à nos autres colognes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a changé de type de parfum? Tout simplement parce que, parallèlement à ça, au XVIIIe siècle, on a commencé à avoir des notions d'hygiène. La propreté corporelle a été grandement améliorée. Et du coup, on n'avait plus besoin de cacher des odeurs corporelles très fortes. On pouvait se permettre d'avoir des parfums beaucoup plus légers. 19e siècle,
Là, on rentre vraiment dans l'ère moderne de la parfumerie. Plusieurs choses importantes. Le code Napoléon. Napoléon, vous savez que c'est lui qui a fait beaucoup de codes, qui a codifié beaucoup de choses. Et au niveau du parfum, il a créé un décret, il a édité un décret qui régit l'utilisation du parfum. Le parfum, depuis l'époque de Napoléon, ne peut plus être consommé qu'en externe. On ne peut plus consommer un parfum. C'est pour ça que les parfums contiennent des dénaturants de manière à rendre le parfum amer et le rendre impropre à la consommation. Tout simplement, c'est une histoire de taxe. Tout simplement, c'est une histoire de taxe. Et donc du coup, à partir de l'époque de Napoléon, le parfum est dénaturé, on le rend impropre à la consommation, et les taxes sont différentes des taxes, par exemple, des alcools, ou des alcools, qui ne sont pas si différents du parfum. Ce qui fait que le parfum va changer de catégorie. Jusqu'à l'époque de Napoléon, le parfum, c'était à la fois quelque chose qui nous permettait de sentir bon, de fortement compenser des mauvaises odeurs, de se soigner soit par voie externe en se protégeant un peu comme ça, et aussi en ingérant le parfum. Là, à partir de Napoléon, terminé, le parfum change de catégorie et rentre dans l'ère de la beauté, de la mode, de l'agréable. De la même manière, du coup, on va commencer à passer du marginal à l'artisanal vers le développement plus industriel. C'est également l'époque où on commence à voir les prémices de la chimie un peu plus moderne. 19e siècle toujours, on avance tranquillement mais sûrement. Globalement pour la chimie, c'est un grand moment. C'est vraiment le départ de la chimie actuelle. C'est le début de la pétrochimie. C'est pas parce que je suis du Havre que je vante la pétrochimie. Faut pas croire. Ça va permettre aux chimistes d'avoir de nouveaux solvants. À partir de la distillation du pétrole, on va obtenir des nouveaux solvants. Ça va être vraiment les premières avancées dans la chimie organique. Et ces avancées vont être essentiellement liées aux plantes odorantes. On va pouvoir développer de nouvelles méthodes d'extraction, notamment les huiles essentielles, ça c'est relativement simple, mais disposant de nouveaux solvants, on va pouvoir faire des extractions avec ces nouveaux solvants. Ça a un impact majeur pour la suite de la parfumerie, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour faire une huile essentielle, maintenant on maîtrise parfaitement les procédés, on va pouvoir mettre les plantes, générer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va pouvoir s'échapper ici, être refroidie, et puis ici on va pouvoir récupérer deux choses, de l'eau parfumée, et puis au-dessus de l'huile essentielle. À cette époque-là, on contrôle parfaitement les mécanismes d'hydrodistillation, et donc on va pouvoir avoir de façon industrielle, ou pré-industrielle, des matières premières de la parfumerie. Là c'est du réel, et non pas une petite image. On va donc pouvoir augmenter les quantités d'extraits de plantes aromatiques. Si on augmente la quantité d'extraits, on va pouvoir les utiliser, ça c'est bien, mais aussi on va pouvoir isoler des constituants de ces matières premières. Là, au début, les chimistes ils se sont dit on va essayer de voir. Ils ont tout simplement souvent refroidi les huiles essentielles parce que à l'époque, on a pu maîtriser aussi les procédés pour produire de la glace en grosse quantité, etc. En refroidissant, ils ont eu la surprise dans certains cas de voir apparaître des cristaux. Ensuite, ils ont réussi à identifier des structures. Donc là, c'est de la menthe, des cristaux de menthol et la structure de la molécule de menthol. Pour un chimiste, à l'heure actuelle, moi je sais quand on montre ça à des étudiants, ils font, c'est pas dur, il faut faire une analyse en 5 minutes, on a la structure. À l'époque, c'est des heures et des heures et des jours de travail.
À l'heure actuelle, c'est facile avec nos techniques modernes. On en a pour 5 minutes à identifier cette structure-là. Je pense que en 5 minutes, ça doit être fait par pratiquement tous les chimistes organiciens. C'est facile. À l'époque, c'était compliqué. Ensuite, les chimistes, ils jouent. Le chimiste est très joueur. Ensuite, une fois qu'il a la molécule, il va partir de ses petits outils. Alors, c'est pas tout à fait cela, mais c'est pas bien loin. Il va partir de ses petits outils et il va synthétiser la molécule. À partir du moment où on va pouvoir la synthétiser, on va pouvoir également l'avoir en plus grosse quantité. À nouveau, ça va nous permettre d'avancer dans la parfumerie. C'est la même chose dans l'aromatisation également. Et puis, les premières molécules sont identifiées à la fin du 19e siècle. Les premières synthèses industrielles vont être également réalisées à cette époque-là. Et puis, autre avancée des chimistes, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une distillation sous vide. Une distillation, je fais chauffer, et puis je mets à ébullition ce que je peux. J'ai ma petite casserole, je mets de l'eau, je mets ma plaque à chauffer, je fais de la distillation. Par contre, on se rend bien compte que des fois, par exemple, si je veux faire chauffer mon huile, c'est plus compliqué. Et puis il y a des produits, même si je mets pas mal d'énergie, j'arrive pas à les distiller comme ça. Ils se dégradent, ils se brûlent, la chaleur n'est pas suffisante. Tout simplement, on va changer la pression, on va diminuer la pression et on pourra obtenir de nouvelles matières premières. Ça également, ça a permis aux chimistes d'avancer, d'extraire de nouvelles molécules, de les identifier et du coup d'augmenter le nombre de molécules extraites. C'est le même développement pour beaucoup de médicaments. Par exemple l'aspirine, etc. Il y a beaucoup de médicaments qui, à cette époque-là, ont été synthétisés pour la première fois. Pour le parfumeur, parce que les autres, finalement, moi je m'en fiche un petit peu, moi je roule pour la parfumerie. Pour le parfumeur, on va rentrer vraiment dans l'ère moderne. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des huiles essentielles en assez grosse quantité. On est capable d'isoler des molécules. Par exemple, le benzaldéhyde, ça vient de l'amande, ça va nous apporter une note amande. Le linalol, qui vient par exemple de la lavande, qui va apporter une note florale assez légère. Ça c'est bien. Et puis surtout, la grosse avancée dans la parfumerie, c'est le fait qu'on maîtrise de nouveaux solvants. On va pouvoir mettre les fleurs cette fois-ci en contact avec ces nouveaux solvants, éliminer ces solvants, parce qu'ils ont une propriété que n'avait pas le beurre. Le beurre, si je le laisse sur la table, au mieux ils fond, mais ils ne s'évaporent pas. Les solvants plus modernes, issus de la pétrochimie, vont permettre aux chimistes d'évaporer les solvants facilement, de les enlever facilement et de concentrer les molécules odorantes. Et là, pour les fleurs, on va pouvoir pour la première fois avoir des matières premières d'origine des fleurs qui vont avoir une super perception olfactive. Là, du coup, le parfumeur va avoir plein de matières premières naturelles, et on n'est que dans du naturel pour le moment. On va avoir des copies du naturel, et il va pouvoir augmenter sa palette. On arrive en fin du 19e siècle. On va par exemple pouvoir, à partir de fèves tonka, extraire de la coumarine, et cette coumarine va être synthétisée, puis utilisée pour la première fois dans un parfum qui s'appelle Fougère Royale. Du coup, là, on va avoir un parfum qui est un parfum avec une molécule de synthèse. C'est le premier parfum qui a été fait comme ça. Ce parfum, on va pouvoir le décrire en termes de parfumerie. Ce parfum, il a une note de tête, c'est ce qu'on sent tout de suite. Je suis à la parfumerie, j'ai mis mon parfum sur la mouillette, je secoue un petit peu, je sens. Les premières perceptions qu'on a vont apporter des notes bergamote, lavande, camomille. J'attends un petit peu plus, je vais avoir du géranium, ça c'est une note florale, de la cannelle, et pour la première fois également, de l'absolu, donc un extrait d'une fleur fait à partir d'un solvant issu de la pétrochimie. J'insiste bien sur le issu de la pétrochimie, parce qu'en général, quand on dit c'est issu de la pétrochimie, les gens font bah. Donc finalement, il y a quand même des belles choses qui arrivent de la pétrochimie. Et puis,
on va retrouver en note de fond de la mousse de chêne et de la coumarine de synthèse. Donc un parfum qui, par rapport à nos parfums actuels, est relativement simple. Autre cap également, pour la parfumerie moderne, c'est l'exposition à Paris qui a eu lieu en fin du 19e siècle. Cette exposition, comme toutes les expositions universelles, elle sert à mettre en avant les fleurons de l'industrie du pays. Et là, ce qui a été mis en avant, c'est l'électricité, quand même, mais également la parfumerie, sous forme de deux choses, le parfum en lui-même et le flaconnage. C'est l'époque où les parfumeurs utilisaient des flacons de très haute gamme. Beaucoup sont ou étaient produits en Normandie, dans le pays de Bray. On avance encore toujours fin du 19e, on avance encore dans la parfumerie moderne. Jiki de Guerlain, c'est toujours un nom actuel. Jiki a été créé par Aimé Guerlain, qui est le premier de la dynastie Guerlain. Il y a toujours des parfumeurs Guerlain à l'heure actuelle. Lui, il a utilisé de la vanille, mais il a utilisé de la vanille issue de synthèse organique. Alors, à l'heure actuelle, quand on raconte ça pareil aux étudiants, ils disent bah oui, mais la vanille de synthèse, on sait bien que pour faire des gâteaux, c'est pas top. Moi, je préfère un extrait naturel. Oui, mais à l'époque, un extrait de vanille coûtait déjà un petit peu cher, mais la molécule synthétique coûtait 10 à 100 fois plus cher. À l'heure actuelle, c'est l'opposé. La vanille naturelle coûte très cher. De la vanilline synthétique, c'est quasiment gratuit. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai. En parfumerie, on préfère utiliser la vanilline ou des dérivés de la vanilline à l'heure actuelle par rapport à un extrait de vanille parce que c'est plus simple. La note est plus simple. Et du coup, la touche vanille ne va pas impacter sur le caractère odorant global du parfum. Si on utilise un extrait vanille, c'est trop complexe et du coup, ça va impacter trop sur les autres matières premières de la parfumerie. Pourquoi est-ce qu'une matière première synthétique qui coûtait très très cher à une certaine époque maintenant ne coûte pratiquement plus rien? Tout simplement parce qu'il y a une toute petite entreprise, pour pas la nommer, elle s'appelle Coca-Cola, qui dans sa recette utilisait de la vanilline et qui avait besoin d'avoir une matière première la moins chère possible, et donc qui a fait des collaborations avec des universitaires de manière à pouvoir créer de nouvelles synthèses peu onéreuses. Les universitaires ont parfaitement répondu à cette mission et à l'heure actuelle, la vanilline est quasiment gratuite. Quasiment, quand même, faut pas exagérer, elle n'est pas tout à fait gratuite, mais quasiment, en coût de production, ça coûte quasiment rien. Repartons dans notre parfumerie. À l'époque, le challenge, c'était quand même les fleurs. Parce que les fleurs, c'était le parfum à la mode. Ça le reste quand même beaucoup à l'heure actuelle. Le gros challenge pour les chimistes, ça a été de s'intéresser à la violette. L'essence de violette, elle est extrêmement dure à produire. Et à l'époque, elle coûtait extrêmement cher. Globalement, 1 kilo de violette coûtait le prix de 3 kilos d'or. Quand même. D'où un challenge intéressant pour les chimistes, c'est d'extraire là où les molécules responsables de l'odeur de violette et puis d'essayer de la synthétiser. Oui, sauf que avoir une matière première chère comme ça posait des problèmes aux chimistes, ils n'arrivaient pas à avoir les moyens suffisants. Donc ils se sont dit, on va essayer de travailler sur un produit dont l'odeur ressemble beaucoup à la violette. L'iris, effectivement, a une note qui ressemble fortement à la violette. Ils ont réussi à extraire un produit, ils ont tant bien que mal réussi à identifier cette molécule. Après des mois et des mois de recherche, ils ont réussi à la synthétiser. Et une fois qu'ils l'ont synthétisée, pas d'odeur. Et là,
grande déception. Donc mon collègue a pris son produit, a fait ce que faisaient tous les chimistes à l'époque pour faire la vaisselle. À l'heure actuelle, on a des choses qui nettoient plus facilement, avec moins de danger. Il a mis de l'acide sulfurique concentré pour faire sa petite vaisselle. Et là, au miracle, ça s'est mis à sentir la violette. Tout simplement, c'est une structure qui est relativement complexe. Ils se sont trompés. Ils ont mal constitué le puzzle chimique. Et quand ils ont mis de l'acide sulfurique, il y a une réaction chimique qui s'est produite. Pour ceux qui sont un petit peu plus forts en chimie, il y a eu une réaction d'isomérisation qui a produit la molécule responsable de la note. Partant de là, ils ont réussi à synthétiser une molécule odorante type violette. Cette molécule, par exemple, a été utilisée par un parfumeur, une maison, parfum et mode, Roger et Gallet. C'est toujours quelque chose qui... alors, je pense que c'est toujours commercialisé à titre d'exception, mais c'est toujours une maison qui existe. À l'époque, les parfums de fleurs étaient le top du top. Et puis finalement, on savait extraire des molécules et les copier, et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, ça fait quand même déjà une belle palette. Et puis il a fallu attendre un petit peu plus pour que les chimistes se disent, après tout, essayons de bâtir nous-mêmes des nouvelles molécules avec des nouvelles perceptions. C'est par exemple la synthèse de ce type d'aldéhyde. Donc ça, ici, avec un oxygène. Et puis, cette molécule qui n'a pas l'air fort sympathique, finalement, elle sent très bon. Et elle a été utilisée par Ernest Beau, qui était un parfumeur très renommé de l'époque. Et avec cette molécule-là, il a synthétisé ce petit parfum que vous ne connaissez pas, bien sûr. Et qui n'est pas du tout connu, et qui doit être toujours le parfum le plus vendu au monde. Par contre, bien évidemment, c'est plus tout à fait la même formule qu'à l'époque. Et puis, il y en a eu plein d'autres. Donc, l'Edione, qui a permis, chez l'Edione, qui a été créé en 1960, et qui a été utilisé pour la première fois pour formuler des parfums comme l'eau sauvage, Van Cleef. Pareil, là on est dans du lourd de la parfumerie, c'est les parfums très très connus. On voit que en fonction de l'utilisation, donc eau sauvage c'est plutôt un parfum homme, il y a 2%. Dans le Van Cleef, qui est First de chez Van Cleef, qui est un parfum très féminin, la concentration est très importante. Et puis, on a pu ainsi développer de nouvelles structures. La Calonne. Donc la Calonne, ça a donné une grande mode dans les années 90. Un Kenzo de chez Homme. Ça va être une note totalement synthétique qui n'existe pas du tout dans la nature et qui va apporter une note marine qui a été extrêmement utilisée, un peu trop utilisée puisque du coup petit à petit, quand c'est des produits qui sont de plus en plus utilisés, les coûts de production diminuent. De la parfumerie haut de gamme, on passe à de la parfumerie moins haut de gamme, puis à la parfumerie fonctionnelle. Et là, notamment, ça a été beaucoup utilisé sur des parfumeries, détergents, déodorisants d'intérieur. Et là, du coup, les parfumeurs l'utilisent plus. Ce qui est assez logique. Et puis, par exemple, la note caramel, qui a été utilisée largement par Thierry Mugler, qui avait été une molécule synthétisée dans les années 60, et qui a été largement utilisée par Thierry Mugler, dans Angel, pour apporter une note caramel, une note barbe à papa. On sait qu'il a il a essayé de produire un parfum qui lui faisait rappeler son enfance. Angel, c'est le premier parfum gourmand produit dans les années 90 et qui a amené un changement dans la consommation des parfums. On est passé de parfums très très floraux pour les femmes à des parfums de plus en plus gourmands, des parfums de plus en plus fruités. Dans les parfums, il y a des modes. Et puis des fois aussi, donc là le chimiste utilise sa création parce que les chimistes, ça se voit pas forcément, ils sont pleins de fantaisie, mais des fois c'est aussi parce que la législation nous impose d'évoluer. À l'époque du 5 de Chanel, il y avait dans le 5 de Chanel des produits d'origine animale. Donc cette petite bête avec ses grandes dents ou la civetone.
Ça pose quand même quelques petits problèmes de conscience parce que souvent l'animal est zigouillé juste pour qu'on récupère des produits odorants. Ça pose quand même quelques petits problèmes par rapport à la consommation. Et donc beaucoup de produits ont été synthétisés pour compenser ça. Il y a par exemple eu quand même un prix Nobel. On est dans la saison où on décerne les prix Nobel. Dans l'industrie de la parfumerie, il y a de très nombreux prix Nobel. Là, j'en ai cité qu'un, mais je pense qu'il y en a, je dirais bien une bonne dizaine, hein, facilement. Et puis, on a réussi donc à copier la nature, la civetone. On a réussi à faire mieux, parce que des fois, on cherche toujours à limiter les coûts. On a fait des muscs nitrés. Donc, les muscs nitrés ont remplacé dans beaucoup de parfums les muscs d'origine animale, par exemple dans le 5. Celui-là, pas de chance, ça pose des problèmes de phototoxicité. Donc, hop, à nouveau, réglementé. Et puis, à l'heure actuelle, on a d'autres problèmes qui sont arrivés. On a utilisé la galaxolide, toujours dans les années 90, donc qui a été produite par un énorme groupe de la parfumerie, qui a été largement utilisé dans Trésor de Lancôme, puisqu'il était à 20%. Puis à nouveau, il a été dans la parfumerie de luxe, dans la parfumerie un petit peu moins de luxe, puis dans la parfumerie fonctionnelle. Là, lui, il a fini sa vie dans les lessives, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il posait d'énormes problèmes de biodégradabilité. Donc à nouveau, il a fallu remplacer les matières premières. Et puis, toujours dans les muscs et les produits d'origine animale, c'est des produits qui sont importants par rapport à la parfumerie, parce que tout simplement, c'est des produits assez lourds et ils vont ralentir l'évaporation des autres. Donc ils vont avoir un rôle important dans le parfum. On a un produit d'origine naturelle, animale, qui pose pas de problème, puisque lui, c'est l'ambre gris. Lui, son seul problème, c'est qu'il est aléatoire. Donc c'est une sécrétion de cachalot. Et puis, petit à petit, cette sécrétion va atteindre les côtes, sécher et permettre d'isoler des matières premières de la parfumerie. Là, il n'y a pas de souci par rapport à la vie de l'animal, etc. Mais c'est son côté aléatoire qu'il a fallu compenser. Pour compenser, les chimistes ont synthétisé l'ambrox, qui est une molécule assez compliquée et qui, par exemple, est utilisée dans le dracar noir. Voilà, en quelques minutes, entre guillemets, l'histoire de la parfumerie, résumée. J'espère que j'ai réussi à faire passer mon message qui montre que sans la chimie, il n'y aurait pas de parfumerie. Et que les grands progrès dans la parfumerie ont toujours été liés aux grandes avancées de la chimie, et notamment deux choses, l'extraction de haute qualité, et à l'heure actuelle on sait faire encore mieux que ce que je vous ai décrit, plus respectueux encore de l'environnement, mais plus cher. Et puis, la synthèse organique, la créativité de mes collègues organiciens permet de synthétiser, alors peut-être pas tous les jours, j'exagère un peu, mais régulièrement, de nouvelles molécules qu'on retrouve dans nos parfums. À l'heure actuelle, les extraits de haute qualité en matières premières sont faits avec de l'extraction fluide supercritique. C'est du CO2, c'est pas dangereux, mais ça coûte un peu cher. C'est ce qui se développe de plus en plus, parce que j'ai bien insisté sur le fait que, par exemple, les fleurs étaient toujours extraites par des solvants issus de la pétrochimie. Et je le dis volontairement, parce que ça amène une petite image quand même un peu positive, mais quand même un peu négative. On sait bien que tout ce qui est issu du pétrole, hormis quand on fait le plein de sa voiture, parce que là on est quand même assez dépendant, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé à l'heure actuelle, mais qui amène quand même une petite connotation négative. Et puis, quand on fait des extraits au solvant, il en reste toujours un petit peu. Même si on enlève, il en reste toujours un petit peu. L'avantage du fluide supercritique, c'est que vraiment, on a des extraits qui sont propres et qui sont d'une très très haute qualité odorante. Ça, c'est les méthodes d'extraction. Alors pas de demain, c'est les méthodes d'extraction actuelles, mais là on est sur du haut de gamme en parfumerie. Voilà. J'espère vous avoir convaincu et avoir fait des petits chimistes en vous et vous avoir rassuré ou pas d'ailleurs sur l'utilisation de parfums.